Les relations qui t'ont blessé, jusqu'où ça te blesse? Kylian Mbappé, Thierry Henry, à l'instant T, lequel t'a le plus touché? Tu le détestes pas, notre ami Marco Verratti? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Pourquoi vous étiez sur votre dos? C'est la première fois de ma vie que j'ai voulu tout arrêter. Je sais pas si on se rend compte pour un mec de ce niveau, ce gars-là ne sera légende nulle part. J'ai adoré cette phrase parce que ça m'a poussé dans une réflexion où je me suis dit, c'est vrai. Salut à tous les amis, c'est Colin. Je suis avec Daniel Riolo dans Call Interview qui devient un petit habitué de la maison avant qu'on aborde plein de sujets que vous n'avez jamais entendus ailleurs. C'est le temps pour moi juste de vous demander de vous abonner, de comme d'habitude soutenir le projet Call Interview. C'est grâce à vous qu'on a des invités comme Daniel aujourd'hui et comme beaucoup d'autres qui sont passés par l'émission. Si je reçois Daniel aujourd'hui, c'est parce qu'on a quand même on a pas mal de choses à aborder dans ton actualité, Daniel Riolo. Mais d'abord, comment tu vas? Très bien, Colin, écoute. Effectivement, comme tu l'as dit, c'est pas la première fois que je viens, c'est toujours un plaisir. Même si là, ça fait un petit moment, c'était souvent autour des matchs du PSG en Coupe Ouais. d'Europe que je venais chez toi. Mais je vois que tu as un beau studio avec un beau maillot de Paoletta derrière toi. Il est pas mal, Ah, hein? bah, Il est hein. pas mal. Je t'avoue, petit cadeau du Paris Saint-Germain, je suis très touché. Oui, je suis content de te recevoir dans un autre contexte que l'actualité, même si, je le disais, elle est chargée pour toi. On a d'abord les 20 ans de l'After. Oui. C'est la tournée cette saison. Vous êtes un petit peu partout. C'est quoi la prochaine destination d'ailleurs? Ah, franchement, cette année, on a préparé tellement de choses entre les matchs de Ligue des Champions qui souvent vont être délocalisés dans notre resto, donc le resto de l'After, parce que ça, c'est la grande nouveauté. On est très, très content de ça. C'est un lieu où les gens qui nous écoutent peuvent venir, en gros, manger avec nous, partager des moments, parce qu'on se parle à ce moment-là. C'est vraiment de chouettes moments. Puis on a la tournée dans des villes où on n'est jamais allé parce que habituellement on allait toujours Marseille, Lyon, on a un peu fait toutes les grandes villes de foot et là on va aller dans des villes de moindre importance en termes de taille géographique et où il n'y a a priori pas de foot, enfin en tout cas pas de foot de très haut niveau puisque la prochaine étape c'est Orléans et puis bah, comme Gilbert a pas envie que je dise les autres villes, je dis, bah, il aime bien faire des surprises Gilbert donc je vais lui laisser faire la surprise. Enfin, c'est des villes un petit peu de cette importance-là, où il n'y a pas Ouais. de club en Ligue 1 et même pas en Ligue 2, Ouais. et où on va aller rencontrer des gens que finalement on n'a jamais rencontrés. Donc il va y avoir une tournée au moins d'une dizaine de dates comme ça, et je peux t'assurer qu'il y en a même d'autres des surprises jusqu'à la Coupe du Monde où il y a quand même une partie de l'équipe. Ah non, entre-temps, il y a la CAN. La CAN, ça va être un moment incroyable. Il va y avoir beaucoup de surprises puisque l'after sera sur toute la période à la CAN. Et puis après, bah écoute, il y aura la Coupe du Monde pour finir. Je pense qu'on a une année de folie. Et dans cette année de folie, j'ai glissé un petit livre en passant quand même, tu vois. Comme si c'était pas assez, t'as Voilà. glissé un petit livre. Petit, ouais, c'est vrai qu'il se lit quand même relativement vite. J'ai eu le plaisir Ouais. de lire entre deux rendez-vous de Ligue 1, donc ça se lit vite, c'est vrai. Mais par contre, Ah, entre qui et qui? Je veux savoir entre quel rendez-vous et quel rendez-vous. j'étais à Auxerre ce week-end Ouais. et je vais à Toulouse demain. Donc voilà, Ah. j'ai réussi à caler ça pour un Toulouse-Rennes qui va, à mon avis, me régaler. Ma première au Stadium, ça va être sympa. Ça va être sympa. Mais oui, je l'ai lu très vite, mais surtout, il a attiré mon attention parce que je trouve qu'on a une autre facette de toi que j'ai pas l'habitude d'entendre à l'antenne, que j'ai pas l'habitude de lire non plus dans tes livres, où on est plus dans l'éloge que dire ce que tu n'aimes pas ou une réaction à chaud parce que quelque chose t'a déplu. En général, je te mens pas, hein, l'étiquette Daniel Riolo, c'est souvent de la critique ou ce genre de choses qui ressortent sur les réseaux sociaux quand on isole tes propos. Là, là je trouve que c'est un livre qui est réconfortant, chaleureux, où on plonge dans ton amour du foot, ta façon dont tu es tombé amoureux de certains aspects du foot. Est-ce qu'il y avait une volonté de montrer un peu cette partie de toi aussi ou pas? Bah, en fait, je me souviens que quand j'ai fait Mon cher football français, qui est donc l'avant-dernier livre, à l'époque j'étais chez un éditeur, Hugo, et il m'avait dit ouais, ce serait bien qu'un jour tu fasses, parce que Mon cher football français était en fait un titre, comment dire, un peu ironique. Tu vois, Ouais. puisqu'en fait, c'est peut-être le livre où j'ai été le plus virulent, ou comme je le dis sur la quatrième de couve, c'était un peu à la hache, quoi. Ouais. Et il me disait, mais en fait, toi, ta passion, c'est le foot, et il y a tellement de trucs dans tes souvenirs et dans les gens que tu as aimés et que tu aimes encore dans le foot, que ce serait bien si tu faisais le livre au contraire. Et puis comme je traîne beaucoup pour écrire, parce que je sais pas, souvent ça me motive pas trop, ou j'ai du mal, j'ai beaucoup, c'est toujours une souffrance un peu d'écrire pour moi. Néanmoins, entre-temps, j'ai quand même fait KO Football Club, Ouais.
avec mon pote Abdelkrim, et qui était plus sur des affaires dans le football. Bah, le temps passait et puis j'y pensais plus trop à ça. Et puis les aléas de la vie m'ont emmené chez un autre éditeur et puis l'idée est revenue et on a trouvé le moyen de le faire par le biais, tu sais, de l'abécédaire, donc les entrées, tu vois, M comme Maradona, P comme Platini, A comme After, Z Zidane, voilà. Et Ouais. à chaque fois, en fait, c'était hyper ludique pour moi. Je prenais une lettre et me venait une idée sur quelqu'un que j'aime. Après, c'est pas genre des déclarations. Attention, c'est pas un dictionnaire. Hein, c'est pas genre B Benzema, joueur fantastique du Real Madrid qui a mis tant de buts et tout. C'est pas un dictionnaire. Hein, c'est Non. moi ma relation avec les personnages dont j'ai parlé, la façon dont c'est noué cette relation. Et à chaque fois, il y a des histoires. Platini, pourquoi je l'ai aimé, qu'est-ce qu'il représentait dans ma vie, Maradona de la même façon, Zidane aussi, c'est quand même fort. Zidane, je commence par vous allez tomber de votre chaise, mais j'ai raté Zidane. Et je raconte à quel moment de ma vie ce gars-là apparaît dans le football. Et à ce moment-là, il se trouve que voilà, je raconte plein d'histoires différentes jusqu'à ce que je devienne journaliste, que je le suive différemment. Voilà, il y a plein d'histoires comme ça. Et il y a même Verratti. Tu n'as pas raté Verratti. Il y a des Non, choses qui vont surprendre beaucoup de gens. Il y a des choses qui vont surprendre beaucoup de gens sur ma relation à Verratti, ouais. sur nos On peut le dire vacances aux finalement, endroits. tu le détestes pas, notre Mais ami Marco Verratti. les gens se trompent quand ils disent déjà que je déteste qui que ce soit, parce que je Mm. déteste jamais personne. Et je raconte en fait juste la relation et le fait qu'après, bah, moi, si je suis dans une émission et que mon rôle est d'observer, en fait, je l'explique beaucoup à plein de passages dans le livre. En fait, souvent, mes excès vont contrer les excès des autres. Mm. C'est ça en fait qu'il faut comprendre. Je veux dire, moi, je trouvais tellement que l'idolâtrie autour de Verratti était exagérée par rapport au rendu sur le terrain, qu'en fait, le fait que je contre cette idolâtrie me faisait pousser dans l'excès. Parce que comme j'étais tout seul, face à une quantité énorme, en plus avec les réseaux qui à chaque fois sont des caisses de résonance, donc après ça donne toujours l'impression que moi je suis en fixette ou que moi j'exagère. Mais en fait, si on met bout à bout tous les gens en face, c'est un peu comme si j'étais seul face à un amphithéâtre, tu vois, Mm. une assemblée, et que les gens disaient ouais il est formidable, formidable. Donc moi, pour me faire entendre, je suis obligé d'élever le ton et tout. Et donc je vais dire mais non, il est pas formidable, regardez ça, ça. Et on a l'impression, ça donne l'impression que je suis un anti. Mais c'est pas vrai, c'est juste que j'ai un problème, je le raconte dans le bouquin dans plein de moments, je dis j'ai un problème avec l'unanimisme et l'idolâtrie. J'ai Ouais. toujours eu un souci avec ça. Ouais. Voilà, après on a tous nos petites faiblesses. Moi, ma petite faiblesse, c'est Platini et Baggio. Bon, ok, j'ai une petite faiblesse avec ça. Mais je suis sûr que si je me concentre, je pourrais malgré tout être un petit peu objectif sur l'un Ouais. et l'autre. Je pourrais. Mais c'est souvent ça, c'est souvent que je contre mes excès contre les excès des autres. Et ça, les gens s'en rendent pas compte. Mais parce que Ouais. le foot, c'est une matière de passion. Les gens m'en veulent d'être passionnés, mais ils sont eux-mêmes passionnés. En fait, il faudrait juste un petit peu se calmer et dire que bah, il y a des moments, il y a des éclats. Vous vous énervez, je m'énerve. Vous êtes passionné, je suis passionné. Laissez-moi le droit d'être comme vous, quoi. Sans qu'on déborde avec ce qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux Ah parfois. ouais, ça, On va évidemment. faire, on va la faire correctement cette présentation de ton livre. Le football selon moi aux éditions Marabout. Franchement, allez-y. J'ai présenté Fabrice Hawkins il y a quelques semaines qui est passé avec un super livre sur le Paris Saint-Germain qui Oui, se lit très très facilement. très bien. C'est encore une fois le cas, ça se lit très Grand facilement. Fabrice Hawkins. Très grand, Fabrice Hawkins. Ça se lit très facilement le football selon moi et comme tu le dis, on te découvre d'une manière différente. Moi j'ai adoré. Je te découvre pas d'une manière différente moi personnellement à travers ce livre parce que je le dis très souvent aux personnes que je croise. Daniel Riolo, je le connais d'une façon différente de vous. J'ai eu la chance, l'opportunité d'échanger avec toi par différents échanges au téléphone ou même quand tu es venu dans mon émission. À chaque fois, j'ai pas du tout le même retour que ce que les gens peuvent avoir de par tes passages et tes apparitions régulières dans l'after. Donc je trouve que ce livre met en lumière une partie de toi que moi je connais et qui me porte de l'affection pour toi et qui est trop méconnue de la part des gens. Donc franchement, lisez-le et vous me direz votre avis après. Je suis très curieux d'avoir vos réactions en commentaire de cette vidéo ou même directement à Daniel. Je pense que vous allez changer d'opinion un peu raccourci que vous Ouais, avez. enfin après, tu sais, Colin, il y a beaucoup d'avis très négatifs sur les réseaux, mais par exemple, nous, tu vois, bon, depuis qu'on a ouvert le resto, il y a énormément de gens qui viennent voir les matchs, et j'y suis très souvent, je croise les Et gens que t'as je des bons croise, retours? ils le savent, ils le savent ce qu'on est. On fait tourner aux États-Unis, c'est des tournées, on en fait plein. J'ai pas attendu d'aller aux États-Unis, la tournée qu'on a fait New York, Miami, Los Angeles, Vegas. Il y avait des Français, mais tellement de Français qui sont venus nous voir, qui nous ont témoigné de l'affection. Ils ont pas l'image que les réseaux sociaux donnent des gens en général. Et puis tu sais, moi des fois, il m'arrive de me plaindre.
d'être un petit peu down parce que je me dis putain les réseaux qu'est-ce que c'est dur et tout. Mais quand tu vois ce qui se passe, il y a tellement de gens qui se font massacrer sur les réseaux. Il n'y a pas que moi, il y a plein de gens. C'est tellement dur que c'est pas toujours facile, hein, mais il faut vraiment prendre du recul parce que quand tu vois en ce moment il y a un procès dans l'actualité autour de la femme du président, mais enfin, c'est tellement hallucinant ce que les gens peuvent dire, les complotistes, j'en sais rien, moi, les extrémistes de tous bords, il y en a de partout que franchement, nous, à l'arrivée, bon, c'est du foot, les mecs m'insultent parce que je dis ça ou ça sur le PSG ou ça sur l'OM. Au bout du compte, Colin, on s'en fout, hein. On Si s'en ça fout. arrive si t'arrives à prendre du recul, c'est une très bonne chose. Moi, Ouais, j'avoue que mais je sais que c'est pas simple, hein, je sais. j'aime Surtout pour les beaucoup. jeunes journalistes qui veulent se Ouais, lancer et ouais, qui veulent avoir un avis, ça va ouais. être beaucoup plus dur que pour nous. Alors, tu me dis que tu arrives à prendre du recul par rapport aux réseaux sociaux. Tu commences ton livre par l'after, par les relations que tu pu créer à travers l'after, et tu parles de trahison. Mon idée, elle n'est pas de revenir en détail sur telle ou telle trahison, mais plus de comprendre jusqu'où tu peux être touché. Là, tu vois, tu me dis que les réseaux, ça te touche pas forcément tant que ça, même s'il y a il y a des moments un peu plus particuliers, mais les relations qui t'ont blessé, jusqu'où ça te blesse? Bon, alors donc, puisque After démarre par la lettre A, la première lettre était After, donc en plus c'était un symbole que je commence mon livre par parler de mon histoire avec l'After, que je dis que ça fait 20 ans, que ça fait partie de ma vie, c'est toute ma vie en fait l'After finalement. 20 ans, j'ai commencé, j'étais journaliste déjà depuis 6 7 ans, je sais plus exactement, quand on démarre l'After, l'aventure avec Gilbert, donc je raconte tous les débuts de cette aventure-là, la relation qu'on a nouée tous les deux, les gens qui sont venus, qui ont défilé dans l'émission. On a toujours créé ça comme une grande famille, en accueillant des gens de tout milieu, parce que nous-mêmes, on est de milieux très différents, de tous horizons. On a ouvert la porte à vraiment, vraiment, dans cette émission, je ne sais pas à qui on a pu ne pas ouvrir la porte. Si vraiment on regarde les 20 ans de tout ce qu'on a fait, c'est assez incroyable. Et comme je le dis, non seulement ça a changé ma vie, j'ai rencontré la femme de ma vie via l'after, mes enfants sont nés pendant que je faisais l'after le soir, donc tout a toujours été imbriqué, ça a toujours été des grands moments vraiment de joie pendant 20 ans, tu vois, parce que non seulement c'est une passion, t'es heureux d'aller tous les soirs parler de foot, c'est fantastique, ça a été une aventure fabuleuse. Et effectivement, au mois d'avril, quand il y a eu l'événement autour de la présence d'une députée dans l'émission, ce qui s'est passé derrière, c'est la première fois qu'en fait, effectivement, j'ai été touché à ce point. Parce que ce qui a été sorti de ce truc-là, et je raconte hein, que il y a probablement des erreurs, en fait, je raconte tout, point par point. Donc tous les gens qui en ont parlé, alors au moins peut-être ils pourront comprendre, plutôt que de raconter n'importe quoi. Et en fait, le seul truc, tu vois, ça me dérangeait pas toutes les théories à la con au moment de tout le communautarisme autour de Benzema, qu'on me dise que j'étais facho, machin, alors que je m'entendais très bien avec son agent, que en fait je ne parlais que de football quand je parlais de lui. Bon, en plus c'est une insulte tellement facile à notre époque, t'es facho. Voilà. Mais là, à ce moment-là, c'est aller beaucoup plus loin, parce que là, se mêler de la politique, se mêler énormément de choses, et que finalement nous l'after on soit accusés euh, tu vois, d'être, je sais pas, enfin, ça a été horrible ce de quoi on a été accusé avec des gens, ça ne nous était jamais arrivé, des gens qui disent ouais, on va boycotter l'after. Avec tout ce qu'on avait fait, avec tous les gens, avec notre ouverture depuis des années, tous les gens qu'on avait reçus, encore une fois, de tout milieu, de toute religion, enfin, c'était, je trouvais, d'une injustice absolue, mais vraiment tellement horrible que j'en ai eu la nausée. Ça m'a fait gerber, je me dis putain, mais en 20 ans, et là, ce soir-là, on peut pas s'expliquer, on peut rien dire, on peut pas. Ça m'a profondément touché. Et en fait, comme il y a eu, je l'explique. Après, moi, je peux pas en vouloir à mes boss parce qu'ils sont extraordinaires depuis toujours. Karim Nedjari est une personne tellement généreuse, un patron hors norme que je peux vraiment absolument pas lui en vouloir. Mais une décision a été prise, une stratégie, c'est on ne dit rien. La vague était tellement forte qu'il fallait rien dire. Enfin bon, il y a quand même eu Gilbert qui 3 jours après a essayé d'expliquer tout. Et là, je trouve que ça a été pire parce que on a été pris entre les deux extrêmes. Moi j'ai quand même eu, les gens ne le savent pas, mais Morandini m'a attaqué sur les réseaux en me traitant de soumis ou de je ne sais quoi, de larbin, ou je sais pas trop quoi, machin, je me souviens même plus. Et j'ai répondu et il m'a fait un procès. Enfin, c'est
tout était fou dans cette période. Dans cette période, tout a été fou. Tu étais accusé d'être un sioniste, d'être un facho, d'être tout. Et puis, les mêmes gens qui sont accusés d'être fachos, comme Ornini par exemple, lui te fait un procès parce que tu lui réponds sur les réseaux. Enfin, ça a été une période complètement folle qui m'a mis avec des gens qui dans l'émission n'ont pas eu un comportement, surtout vu les relations que j'avais avec, en l'occurrence c'est Walid. Enfin, je sais, dans le livre je le dis, l'affection pour moi c'était comme un petit frère, j'ai une affection hors norme pour lui, parce que c'est moi qui le connaissais depuis 10 ans, c'est moi qui ai toujours voulu qu'il vienne dans l'after avec nous, c'était quelque chose, enfin vraiment c'est un type que j'aimais beaucoup. Bon, sa réaction, il est jeune, peut-être qu'il s'est trompé, de toute façon aujourd'hui je lui en veux plus, c'est fini, c'est de l'histoire ancienne, maintenant il est revenu dans l'émission, on est passé à autre chose, hier soir on a fait l'émission ensemble, moi c'est quelqu'un, voilà, je garde une affection pour lui, la nature de mon rapport a un peu changé, parce que c'est dur, parce que ce que j'ai Ouais. traversé est très dur, parce que j'ai eu une dépression, parce que j'ai voulu tout arrêter. C'est la première fois de ma vie que j'ai voulu tout arrêter. Ça Parce va que si j'étais loin? bien. Parce qu'au mois de juin, je pensais vraiment. Ouais, j'ai appelé des gens pour dire que je cherchais du travail ailleurs. Ouais, j'avais jamais fait ça avant. Jamais fait ça avant. J'étais prêt à arrêter l'after. J'avais plus envie. C'était terminé. Bon, le temps est passé. Il y a eu la tournée aux États-Unis. D'ailleurs, ça a été absolument incroyable. C'était vraiment formidable. Euh, je pense que tous les gens aux États-Unis qui sont venus nous voir, il faut qu'ils se disent que sans eux, j'aurais peut-être arrêté. Parce que c'est eux qui, vraiment, leur affection m'a fait énormément de bien. Ouais. Après, il y a eu les vacances, on est passé à autre chose. J'en veux plus à personne aujourd'hui, mais ça a été super dur. Le boycott n'a pas duré, fort heureusement. On est toujours là, Hmm. on est toujours leader et c'est très bien. Mais cette période m'a fait beaucoup de mal. Quand tu es accusé comme ça à tort de quelque chose, franchement, c'est très très dur, quoi. Très très dur. Ouais, c'est dur. Mm. C'est dur. Je trouve ça bien que tu en parles. Merci de me faire confiance sur cet aspect-là et d'en parler. C'est vrai que tu en parles dans le livre, mais je trouve toujours important de montrer aussi les dégâts que peuvent faire les réseaux sociaux. Les gens sont derrière leur ordinateur, leur téléphone, écrivent trois phrases et vont se coucher. Il y a des conséquences derrière tout ça, donc prenez un petit peu conscience des vies qui peuvent y avoir derrière. Merci, merci beaucoup, Daniel. Dans les relations, on va parler de choses un peu plus légères. Dans les relations un peu périlleuses dont tu parles, il y a également Jean-Michel Aulas et Raymond Domenech. Tu dis, ils voulaient nous faire taire, on les avait sur le dos. Qu'est-ce qu'ils vous ont Ouais, fait? Pourquoi vous étiez sur votre dos? c'était les débuts de l'after. Donc oui, on n'était pas, quand t'es pas solidement installé, tout semble fragile autour de toi, quoi. Donc moi, j'avais toujours peur que l'émission s'arrête vite parce que quelqu'un allait nous dire, moi, c'est bon, on a subi un trop gros coup de pression. Voilà. Et donc effectivement, Domenech, sélectionneur, il mettait beaucoup de pression. Olas, président de l'OL tout puissant à l'époque, mettait beaucoup de pression. C'est passé assez vite, hein. Il y a un mois, on est allé voir Olas à Lyon, on s'est souvenu de cette époque-là. Ça le fait marrer, ça nous fait marrer, et voilà, et tout va bien. Ça, les pressions. Maintenant, on en a beaucoup moins. Pas, on en a beaucoup moins. Elles sont Je sais différentes. pas, je sais pas toujours si maintenant il y a beaucoup de procès. Avant, ça se faisait moins. Je trouve ça complètement fou d'ailleurs. Je trouve ça complètement fou qu'on fasse des procès à des journalistes, prendre des opinions, alors qu'en fait, il suffit d'aller dans l'émission et de répondre en fait. Mm. Et il suffit de venir, on a une discussion et il dit bah ce que tu as dit, je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord parce que ce que tu dis est pas vrai. Par exemple, Deschamps pourrait très bien faire ça. Il pourrait très bien Oui, discuter. simplement, oui, c'est C'est un, vrai. c'est un C'est vrai. type c'est un type qui est intelligent. Quand j'ai dit que l'affaire Benzema était louche et qu'il y avait probablement un mensonge là-dessous dans son départ du Qatar, que ça me coûte un procès, je trouve que c'est un peu fou qu'en fait. Je trouve que c'est un peu fou. Je veux dire, il suffit qu'il vienne dans l'émission et puis il dit bah non, voilà, c'est comme ça, et puis bah ça, et puis on n'est pas d'accord, et puis voilà. Et puis c'est pas vital, quoi. On n'est pas dans quelque chose qui a besoin d'être judiciarisé, tu vois. Bon, voilà, maintenant c'est un petit peu comme ça la pression, c'est un peu cette façon de faire. Bon, Mais ça c'est. c'est quoi le plus fou? Le plus fou, c'est qu'on ait envie de t'amener en procès par rapport à ça, ou c'est que la loi permet d'aller jusqu'au procès? Parce qu'il y a plein de plaintes qui ne vont pas jusqu'au procès. Bah ouais, mais quand t'as quelqu'un comme ça qui dit ouais, qui dit ça c'est de la diffamation, bah voilà, tu te retrouves devant la 17e correctionnelle, voilà. Ouais, d'accord. C'est comme ça, Comme hein. tu le dis, c'est drôle quelque part parce que avec le temps, c'est des gens qui viennent dans ton émission, comme Jean-Michel Aulas, c'est des gens qui viennent dans ton émission avec qui tu passes un bon moment, alors qu'il y a pu avoir des pressions qui ont été mises Bah, par le passé. aujourd'hui, l'after a acquis une telle force, une telle notoriété, il n'y a absolument plus personne à qui on ne parle pas directement. La seule personne à qui je ne parle pas directement et à qui je parle via bras droit ou machin, c'est Nasser Al-Khelaifi. Mais je vais parler à son bras droit,
aux gens les plus proches de lui, quoi. C'est la seule personne qui refuse totalement de parler aux journalistes, de venir dans une émission, ou alors il faut qu'il vienne, mais de toute façon il dira rien. Voilà. Mais j'ai toujours parlé au directeur de la com du PSG, j'ai de très bon rapport avec eux, ils sont super. Il y en a, Ouais. c'est pas des amis, mais pas loin. Euh, je- Récemment, j'ai vu la dire comme la nouvelle du PSG, une personne qui m'a l'air absolument formidable. Et j'avais vu l'ancien avant, Luis Campos, je le vois, il est super. Voilà, en fait, il y a une différence. Les gens pensent qu'on est en guerre. On n'est pas du tout en guerre. On donne nos avis. On donne des avis, que ce soit sur Luis Enrique et tout. On donne un avis, qu'il soit compris, pas compris, qu'il ait été excessif, pas excessif. Mais les acteurs du foot eux-mêmes sont très excessifs. Mhm. Eux aussi, ils sont excessifs, sauf que les supporters les défendent parce qu'ils ont l'impression que ça fait partie de leur famille. Et donc, ils nous en veulent à nous de dire. Et si tu prends le cas de Luis Enrique, au plus fort de mes critiques, quand il maltraite les journalistes, quand il parle très mal à Margot Dumont, par exemple, bah, on a le droit de dire que c'est pas normal. Et s'il change complètement dans la suite de la saison, aujourd'hui, c'est un agneau. Il répond à toutes les questions, il répond en français, formidable. Bah, lui, il peut changer, mais nous, on n'a pas le droit de dire ça, je détestais et j'aime maintenant. Ouais. Pourquoi on Ouais. pourrait pas, tu vois. Et là, les mecs restent en disant, ouais, tu l'as taillé, tu l'as taillé, tu l'as taillé. Mais on a le droit de voir tous les changements qu'il a opérés, tout ce qu'il a fait de différent. C'est vrai que Non. c'est pas le même homme du tout. Donc, mais il y en a plein comme ça. Tout le monde change. C'est comme un élève en septembre, il est mauvais, au mois de mars, il est meilleur. Il a progressé et tout ça. Et puis les parents à la maison, ils l'engueulaient. Tiens, t'es privé de télé ce soir, t'es privé de play, t'es privé de tout ça et tout. Et puis 3 mois après, il a des meilleures notes. Et puis c'est la fête à la maison. Tiens, vas-y, joue à la play pendant 2 heures si tu veux. Enfin, voilà. Tu vois, enfin, les gens, dans le milieu du foot, ils sont hyper excessifs. Et les présidents qui racontent n'importe quoi, que ce soit, ben, d'ailleurs, on pourrait même parler de la politique. En politique, un mec qui est élu, grosse cote de popularité, 3 ans après, il a plus du tout la même cote de popularité. Parfois, c'est même 6 mois après. Voilà. Nous, on est là, journaliste, ça veut dire au jour. Le jour. Chaque jour est différent. Quand on dit à Rennes, par exemple, c'est marrant qu'il faille expliquer ça. C'est les gens, des fois, on a l'impression qu'un truc reste figé à un moment donné. Mais, par exemple, à Rennes, on dit, bah, Habib Bey, il a un problème avec certains joueurs. En ce moment, c'est vrai, c'est réel. Visiblement, il n'arrive pas à le régler, ce problème. Luis Enrique a eu problème avec certains joueurs et tout, ça s'est réglé très facilement. Il a sanctionné Dembélé, ça a été hyper positif. Ça aurait pu ne pas l'être, ça l'a été. Bravo, génial, super, ça s'est super bien passé, tant mieux pour toi, tu as fait preuve d'intelligence. Ben, visiblement, avec Fofana, avec certains, il a plus de mal. Ça va peut-être pas coller, il va probablement se faire virer. En tout cas, à l'heure où on se parle, il est plus C'est proche de attendu. Ouais. que du salon. Bon, mais ça veut pas dire que, j'en sais rien moi. Demain matin, il y a une vraie discussion et tout, ils arrivent à se mettre d'accord. Tout change. Rennes se remet à avoir des résultats. Ouais, il y a 2 mois, vous aviez dit que l'autre, il voulait sa peau, machin. Oh, tu t'es jamais engueulé avec personne dans la vie, toi? Tu t'es jamais engueulé ou vous étiez au bord de la rupture et 6 mois après, vous êtes potes parce que vous vous êtes parlé, parce que ça s'est arrangé? Moi, j'ai beaucoup de mal à. Nous, on est là pour expliquer, mais en tout cas, pas pour mentir. On est là pour expliquer. Oui, il y a un problème entre Abibay et son vestiaire, voilà. Et donc, au jour le jour, on explique ces choses-là, quoi. Voilà, c'est tout. Ouais. Bah, les réseaux sociaux, pour ça, en plus, n'aident pas. Parce que c'est vrai qu'on Oui, parce isole un qu'ils petit peu ils à te un disent, ouais, moment et on... il y a 6 mois, t'as dit ça. Ouais, Et alors? Et alors? Il y a ça en est six pas mois, il fini. faisait beau, quoi. Ouais, exactement. Enfin, bref, voilà. Exactement. On Le va livre. avancer on va... C'est tellement naturel, c'est tellement bien fait. Euh, Voilà. on va avancer dans les lettres de l'alphabet parce qu'il y a Karim Benzema. Je trouve fascinant le passage sur Karim Benzema qui est, comme tu le sais, un cas qui anime les débats tous les jours. On ne peut pas prononcer son nom sans avoir droit à des réactions en tout genre, dans tous les sens. Tu le présentes comme étant, j'ai bien aimé la formulation, ton premier cas Twitter, devenu X aujourd'hui. Ton premier Mhm. cas Twitter, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça a été à peu près, je pense, parce que Twitter, ça explose en 2011, à peu près par là. Et c'est vraiment le moment où Benzema est à cheval entre je suis au Real et il y a la phrase de Mourinho qui le critique beaucoup et la bascule où il se met, là pour le coup, lui, on est vraiment dans le cadre d'un joueur qui est devenu un crack absolu mondial et à un moment où il était en manque de confiance et où Mourinho le critiquait beaucoup et tout. Donc sur lui, effectivement, il y a eu les avis, enfin, en tout cas moi mon avis a varié parce qu'à un moment il est devenu stratosphérique et ça a duré pendant des années. Le début a été très compliqué et Twitter c'est un peu à ce moment-là. Mais comme il était soutenu parce qu'il a des fans qui eux, même quand il était mauvais, il fallait dire qu'il était bon.
Même quand il y avait la concurrence avec Higuaín, il fallait dire qu'il était formidable, machin. Donc c'est un peu le premier cas Twitter parce que c'est les premières vagues que je prenais. Et les vagues, en fait, ça a été aussi. Euh, enfin, il était soutenu par des fans, mais des fans qui étaient très identifiés. On avait réellement une communauté et une communauté d'appartenance, une communauté identitaire. Et ça a été un peu la première fois qu'on avait ça. Et en gros, je critiquais Benzema, donc j'aimais pas les Arabes. En fait, on faisait ces liens-là, c'était complètement fou. Moi, je me souviens même, j'en parlais avec son agent à l'époque, Karim Jaziri, type avec qui je me suis toujours très bien entendu d'ailleurs. Euh, et euh, et cette découverte-là, elle a été un petit peu dure parce que 2012, 2013, par là, ces années-là, waouh, putain, ça a été les premières vagues sur Twitter où les gens le défendaient, ils me disaient, ouais, si tu le critiques, ça veut dire que, si tu le critiques, ça veut dire que, mais d'où en fait, quoi? Ouais. Mais pourquoi en fait? Moi, je m'en fous moi de ce qu'il est, de ceci, de cela. Ah, comme en plus après, à la suite de ça, il y a eu les affaires, l'affaire Valbuena. En fait, il y a eu tout un cheminement hors foot le concernant, où bah, tu devais en parler et tu devais bien constater ce qui se passait. S'il était impliqué dans une affaire, il fallait bien en parler. Mais si t'en parlais, bim, à chaque fois on te taxait d'être anti-Benzema, donc anti-arabe, donc anti-musulman, donc anti-ceci, anti-cela. Et ça a été les premières vagues Twitter autour de lui ont été là. Donc je raconte un petit peu tout le process à l'époque autour de Benzema. Oui, c'est pas B Benzema, joueur formidable du Real qui a mis tant de buts Non. que Ah tout le non, monde le non. sait. Donc moi je raconte autre chose à chaque Ouais. fois de ma relation avec les gars, quoi. Hmm. Et ce qui est, encore une fois, ton statut d'avocat du diable que tu m'as très bien expliqué dans ta façon de fonctionner pour calmer un petit peu les exagérations et l'idolâtrie, tu énumères l'évolution de Karim Benzema, que ce soit là, son arrivée au Real, tu parles de 2010, tu parles de Naïsna, où on le condamne pour Naïsna alors qu'il n'est même pas à Naïsna. On le condamne pour 2016 aussi, où tu dis que toi, finalement, il a été sanctionné, que ce soit au niveau de l'équipe de France, au niveau de l'opinion publique et autres alors que son implication dans l'affaire est assez relative. Et il y a l'aboutissement, c'est le mondial, où il est renvoyé pour une blessure, alors qu'on a déjà vu des mecs qui restent largement dans l'équipe sans Ah, blessure au aussi. final, au final, quand tu le lis et quand on se rappelle exactement tout ce qui s'est passé, je l'ai plus défendu que attaqué en fait. Euh, Plein de fois et dans pas mal d'articles, même dans la revue et tout ça, je l'ai plus défendu. Mais bon, après les gens retiennent ce qu'ils veulent, quoi. Et oui, c'est vrai il y avait plein de choses. Autant j'avais compris pour 2016 qu'il soit pas en équipe de France parce que à tout moment, la police, si elle débarquait, ça jetait. L'Euro était organisé en France et bon, j'avais eu les autorités qui me disaient, bah ouais, mais on veut pas prendre le risque si jamais il se retrouvait à devoir être arrêté en plein Euro, qu'on aille le chercher à Clairefontaine, ça aurait été. Voilà. En revanche, pour le Qatar 2022, bon, bah ça, je peux pas trop développer puisque le 20 Oui. novembre, je serai devant la 17e correctionnelle pour en parler. Mais oui, j'ai trouvé quelque chose. Mais en fait, moi, ce qui m'a étonné, c'est que euh, Nasri en a parlé sur le plateau du CFC en disant qu'il trouvait qu'il y avait un truc bizarre dans cette histoire-là. Le départ en pleine nuit, on peut trouver quand même que c'était bizarre. Il Étrange. rentre, il part en vacances, il poste des vidéos où il est avec sa fille, des filles du sport, comme pour envoyer le message que tout va bien. Il dit un jour il va falloir que j'explique parce que ça peut plus durer comme ça. Explication qu'on attend toujours d'ailleurs sur ce point-là, je le critique parce que ça aurait été bien qu'il s'explique une bonne fois pour toutes. Euh, il y avait quoi? Après, c'est lui-même qui met les gifs menteur, 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 menteur sur Insta, je crois. Donc voilà, et moi, ça me vaut un procès. Bon, ok, très bien. Ça, c'est Est-ce ce que qui se tu payes, passe. est-ce que quelque part tu payes le fait que, et tu le mentionnes un petit peu dans ton livre, le fait que Benzema ait laissé planer ce mystère, sans, Ah il oui, sème des indices, mais il ne va pas au bout des choses. Il avait même un moment ouais, dit, ouais. je vais devoir parler pour dire la Ouais, ouais. vérité, Mm. et Oui, finalement oui, ça ne va pas plus loin. de ce côté-là, c'est sûr que s'il avait clarifié les choses et il avait raconté, peut-être que, enfin, bon, après, il fait ce qu'il veut, hein, s'il a pas envie Il d'en fait ce parler, qu'il après, on peut veut, parler. il fait ce qu'il veut. Il va pas aller se mouiller juste pour m'éviter d'aller, Non, d'aller au tribunal. non, c'est pas ce qu'on lui demande, mais est-ce que ça aurait Je ne changé demande les pas ça. choses? Tu Ah penses bah, que ça aurait changé les choses? évidemment que ça aura changé les choses, mais bon, tant pis, Ok. c'est comme ça. Tu parles aussi du fait que, et comme tu dis, tu es beaucoup l'avocat du diable, euh, ça se joue à pas grand-chose, même le Ballon d'Or, il y a des détails que les gens oublient. Ah, Euh, oui, ça c'est quand je fais, je sais plus quelle lettre j'utilise pour ça, c'est destin, non? Un truc ouais, comme ça. exactement. Les destins peuvent basculer sur un seul geste. Ah, j'ai adoré ce Donc, passage mais où parce tu que moi mentionnes j'adore ces mots.
Oui, Vas-y, j'adore ces excuse-moi. moments-là dans l'histoire du foot, moi. Ouais. J'adore ces choses-là parce que des fois, il y a la gloire parfois tient à très peu. Par exemple, Ouais. moi, je me suis toujours demandé si le Barça de Chelsea de 2009 il tourne autrement, et je pense qu'il doit Bon. tourner autrement parce que moi, j'ai revu le match. Il est dingue ce match. C'est un match, pour moi, c'est sur les 30 dernières années, c'est un des matchs les plus fous. Tu sais, c'est le fameux Drogba fucking disgrace. Dans ce match-là, entre l'arbitrage du Norvégien, là, il y a un ou deux pénaltys pour Chelsea. Bon, il y a aussi des erreurs en faveur du Barça qui auraient pu être sifflées et tout. Mais bon, et il y a ce but à la dernière minute d'Iniesta. Cette contre-attaque, cette frappe pleine lucarne externe du pied qu'il fait, tu dis, waouh! Mais si ce match, si Obredo, il prend des décisions différentes, et si cette frappe va pas dans la lucarne à ce moment-là, tu sais, Iniesta, il explose, le maillot, il fait comme ça. Eh ben, est-ce que le grand Barça de Guardiola, il existe? Je sais pas. Est-ce qu'ils se relèvent de ça? Est-ce que forcément l'équipe elle se construit de cette façon? Est-ce que ce qu'ils ont acquis là en termes de confiance qui ensuite les fait gagner, parce qu'ils gagnent la finale, machin tout. Tu sais les petites bascules comme ça, Mm, les mm. bascules, les sauvetages dernière minute et tout. Il y en a plein dans l'histoire du foot qui font qu'une équipe elle bascule, elle devient intouchable. Et des moments comme ça, il y en a dans l'histoire du PSG en 2025. Et il y a Benzema. Il fait une carrière incroyable. À ce moment-là, il est au sommet et tout. Si l'arbitre siffle la faute sur Donnarumma, est-ce qu'il est ballon d'or? J'ai adoré cette phrase. Parce que ça m'a poussé dans une réflexion où je me Là, suis je dit, me dis, c'est vrai. est-ce Plein que sa vie, d'arbitres ont est-ce que sifflé. sa vie, il y a plein d'arbitres qui auraient sifflé. Est-ce que sa vie est la même? Je pense qu'on garde de lui que c'est un super joueur, Ouais. mais c'est une consécration ballon d'or. C'est vraiment un truc auquel les joueurs sont très attachés. Et là, lui, après, il est ballon d'or. Il retrouve l'équipe de France. Ça se passe mal, son retour en équipe de France, parce que juste après, il y a le mondial et tout. Mais je trouve que là, il y a un tournant à ce moment-là sur cette bousculade et sur cette faute qui aurait pu être sifflée. Je trouve qu'elle change un peu la vie du PSG et elle Ouais. change beaucoup la vie de Benzema. Et Ouais, c'est vrai. j'aime bien, tu vois, il y a un arbitre qui a un sifflet, quelle décision il va prendre? Et il a un destin qui bascule. Ouais, moi, j'ai adoré la réflexion à laquelle ça m'a poussé. Et du coup, j'ai pensé à, comme tu viens de le dire, le PSG 2025, où pareil, il y a le sauvetage sur la ligne face à Aston Villa, où ça peut basculer. Il y a quand même une remontada, entre guillemets, du Paris Saint-Germain face à City, où ça tout bascule. Le sauvetage aussi de Bon, Nuno après, là, Mendes c'est un peu dans différent Salah. parce que bon, ils sont acteurs, tu vois, Oui, dans le c'est fait dans le de jeu. C'est dans 0-2 le et tout. Et après, même le sauvetage sur la ligne, bon, ils sont acteurs de ce truc-là. Et puis à ce moment-là, ça veut pas dire que de toute façon, ils perdent forcément, parce qu'en fait, ça jeu. permet à celui-là de revenir et tout. Là, c'est vraiment une vraie bascule. Ouais, Benzema, à ce ouais, moment-là, c'est vrai. voilà, ils deviennent derrière, ils sont champions d'Europe, machin et tout, tu vois. Voilà. Ouais, c'est beau. C'est beau. Voilà. Il y a la CAN. Je voulais te Ouais. parler de la CAN parce que déjà elle arrive très vite Mm. et que j'ai aimé ton approche de la CAN parce que tu montres la façon dont ta considération de l'événement a changé. Et c'est important de le détailler parce que je trouve qu'encore une fois, ça montre à quel point l'opinion publique joue un rôle dans ta perception des choses, le rôle que toi tu vas adopter dans la présentation aussi de cet événement. Tu parles que dans ta jeunesse, alors déjà, il y a eu c'est une rencontre où on t'explique qu'il faut absolument connaître les acteurs majeurs du football algérien. Mais ce que j'ai aimé, c'est au départ, le foot africain, c'est nul. C'est nul, ça vaut pas le coup de s'y intéresser. Le niveau est catastrophique, les infrastructures sont nulles. Et on a basculé au cours, je sais pas, je dirais dans les 10 dernières années, dans si t'aimes pas le foot africain, presque t'es raciste, quoi. Et, euh, et au final, aujourd'hui, si t'aimes pas la CAN, si tu suis pas la CAN, si tu ne l'aimes pas, t'es un ignorant, tu ne connais pas le foot, tu t'es même, oui, voilà, t'es raciste un petit peu. Et toi, t'as toujours essayé de te positionner dans, on va dire, le juste milieu de tout ça. Bon, en fait, je raconte parce qu'effectivement, bon, j'en ai vu beaucoup. Et effectivement, bon, aujourd'hui, si tu t'intéresses pas à la CAN, objectivement, c'est pas possible. Parce qu'en fait, il y a tellement de joueurs internationaux, le niveau dorénavant est très intéressant à suivre. Bon, maintenant, c'est totalement une compétition qu'il faut suivre, mais juste parce que tu aimes le foot, parce qu'il y a vraiment beaucoup de bons joueurs. Donc là, la question, elle se pose pas. Toi, ça n'a rien à voir avec quand j'étais petit. Alors je raconte, oui, c'est des souvenirs d'enfance, parce que j'avais un pote, Harris.
Euh, je me souviens parce il avait vécu en Algérie et quand il était revenu, bon bah forcément lui il était marqué par son expérience et il me parlait des joueurs et tout. Mais comme moi j'avais 12 ans, je vivais que pour moi mon périmètre était tout petit et il me parlait de joueurs. Je disais mais c'est qui ces joueurs? Putain on s'en fout, je ne connais pas tes joueurs là. Et il me bassinait à longueur de temps sur le terrain. Tu sais, quand tu reproduis quand t'es gamin. Et lui il me parlait tout le temps de Belloumi et tout ça parce que moi, j'ai grandi à une époque où le foot, c'était beaucoup du récit. Parce que tu voyais peu, il y avait peu de matchs à la Ouais, c'est vrai. télé, tu connaissais peu. D'ailleurs, j'en parle quand je parle de Cruyff, de Georges Best, c'est du récit en fait. On te raconte des histoires. Et C'est vrai. l'histoire, t'en fais un peu ce que tu veux. Donc lui, il était revenu et puis il me parlait de Belloumi, de machin et tout. Je lui disais, mais tu sais, on les connaît pas tes mecs là. Nous c'est Platini, nous c'est machin, tout ça. Mais bon, quand un pote te parle tous les jours d'un truc, bah, ça fait partie du récit. Donc tu dis, ah ouais, bah, peut-être que c'est bien et tout. Puis il se trouve qu'après, il y a eu la Coupe du Monde 82. Et puis après, on les a vus. Elle dit, ah ouais, putain, les gars dont t'as parlé et tout. Bah, en gros, t'es pas un menteur, t'es pas un mytho, quoi. Ouais. C'est vrai. Donc voilà. Donc ça a été ma première approche du football africain. C'était les gamins qui en parlaient, parce que même n'importe quel jeune qui vivait en France à l'époque, il voyait pas la CAN, ça passait pas à la télé. C'était pas, on savait pas ce que c'était, quoi, tu vois. Enfin, mais il y a plein de choses comme ça qu'on voyait pas, même le championnat de France, il passait pas quand moi j'étais petit. Ouais, c'est vrai. Il y a eu 20 matchs dans la saison en 84 quand Canal est arrivé. C'était même pas chaque journée qui était diffusée. Et c'était un match. Donc notre découverte du foot, elle était faite sur les histoires qu'on racontait et tout ça, quoi. Et après, dans l'évolution, ouais, bah, après la CAN, c'est vrai, pendant des années, bon, on s'y intéressait pas trop, on regardait pas. Après, il y a eu la période où effectivement, tu avais l'impression qu'il y avait un changement de mentalité, il fallait à tout prix s'y intéresser. Et si tu disais objectivement, bon, le niveau est pas terrible, c'est pas, on s'emmerde un peu, c'est pas. Là, tout de suite, on t'accusait de tous les mots parce que tu avais osé dire ça. Et aujourd'hui, on est dans une période depuis quand même pas mal d'années maintenant où de toute façon, tu regardes juste parce que c'est réellement intéressant et parce que tu as plein de stars dans ces équipes-là et que c'est juste objectivement intéressant et formidable et que la CAN qui arrive là au Maroc en plus, évidemment que ça va être un grand moment à suivre, quoi. Bien sûr. Après, tu apprends la culture, tu apprends à quel point c'est important pour les gens Ouais. là-bas, à quel point c'est un truc de fou. Mais c'est des choses que tu apprends, qu'on ne doit pas t'imposer. C'est mieux, moi j'aime bien qu'on apprenne les choses, qu'on se raconte les choses. Tu vois. C'est ça que j'aime bien. J'aime pas qu'on t'impose les trucs en disant ouais, c'est formidable alors que c'est pourri. Quoi, tu vois. Et c'était ça quand j'étais ado. Quoi, tu vois, voilà. C'est marrant parce que tout ce que tu viens de me décrire là, dans une moindre mesure, je l'ai ressenti longtemps par rapport à Zizou, moi. C'est-à-dire que Zizou, on m'a toujours dit, oh là, si tu dis pas que Zizou c'est le meilleur, tu connais rien au foot, tais-toi. Tais-toi parce que c'est pas bon. Alors que moi, Zizou, j'ai grandi, je le voyais pas autant que je vois les matchs aujourd'hui à la télé, je voyais par l'équipe du dimanche où j'avais des extraits, mais c'était pas forcément Zizou qui ressortait à chaque fois, il y avait quand même les Ronaldo, il y avait du monde autour, donc il y avait des choses à voir. Et j'ai pas grandi, à part Zizou en équipe de France, où je le voyais au quotidien, entre guillemets. J'étais plus touché par même, moi, la Ligue 1 ou Thierry Henry ou d'autres joueurs qui étaient plus en première ligue, qui étaient plus facilement accessibles, entre guillemets. Et j'ai appris à l'aimer plus tard. Donc je me retrouve complètement dans ce que tu dis là, où le football, c'est voilà, c'est un petit périmètre, tes sensibilités, Moi, tes accessibilités aussi. je raconte quand même que Maradona, alors que j'en parle tout le temps et les gens sont persuadés que c'est mon idole, machin et tout, que j'ai détesté ce type pendant une très grande partie de ma vie, quoi. Maradona, c'est un type que je pouvais pas blairer et je suis grand quand même, hein, Mm. quand il gagne 86, j'ai 16 ans, quand il fait finale Ouais. en 90, j'ai 20 ans, 94, j'ai 24 ans, je suis content quand il se fait choper pour dopage, quoi. Mais après, on évolue dans la vie, on comprend des choses, on revoit avec le recul. Enfin, ça fait partie de l'intelligence et d'un parcours humain, quoi. Et Ouais. aujourd'hui, oui, c'est quelqu'un que je vénère. Mais 86 surtout, en fait, j'ai 16 ans et je suis tellement Platini que pour moi, c'est le rival. Je veux tellement que Platini gagne et tout ça que j'en ai rien à foutre qu'un tricheur. Parce qu'à l'époque, moi, j'ai pas toute la dimension romanesque et poétique de son but de la main, toute la légende qui s'écrit. C'est ça aussi, je fais beaucoup dans le livre, je raconte beaucoup les légendes et la réalité. Et Mhm. dans le foot, on adore les légendes, parfois plus que la réalité. Ouais. Ouais. C'est vrai. Hein. C'est vrai. Je vais t'exposer des faits que tu m'en. J'aimerais bien avoir ta vision sur ces faits-là parce que j'ai trouvé ça très intéressant. La première petite comparaison qui m'a interpellé, c'est la comparaison Eden Hazard-Neymar, où Ouais. tu expliques que c'est un peu, si je me trompe pas, même combat, mais tolérance complètement différente. Qu'est-ce que tu veux dire par là?
Bon, Neymar, je raconte, bon, en plus, lui, c'était encore plus chaud parce que bah, ça s'est terminé devant le tribunal avec Ouais. Neymar et tout ça. Non, mais je dis ce que j'ai beaucoup dit à l'antenne, que ce gars-là, pour moi, il a gâché. C'était un des plus grands. Bon, moi, je pense que c'est Messi, Ronaldo et lui, quoi, sur les Ouais. 20 dernières années. Enfin, moi, je pense même qu'il avait peut-être un potentiel au-dessus. Peut-être pas que Messi. En tout cas, dans son rapport au ballon, c'est Messi. Il sait tout faire. Bon, il a choisi sa vie, machin. On a été dur avec lui. Les observateurs, que ce soit au Brésil, il a été très très dur. Mais j'ai l'impression que lui, il a assumé le fait de pas s'entraîner, de machin, etc. Alors qu'avec Hazard, en fait, je pars d'une interview qu'il avait donnée, je crois, à France Football, où il disait en toute décontraction, et certains ont interprété ça en mettant sous le dos du romantisme, ah, il adore le dribble, il était prêt à dribbler deux mecs, et en gros derrière à s'asseoir par terre et juste à se prendre en photo parce qu'il avait fait deux dribbles, et il raconte, ouais, moi j'allais manger des frites, je caricature volontairement, mais et en gros, bon, c'était mieux que d'aller s'entraîner et tout. Et ça m'avait vachement énervé. Je me dis, mais putain, mais oh, allez demander à Zidane quand il l'a eu, si lui il a le même point de vue là-dessus. Ou allez demander à Florentino Pérez qui a claqué 100 millions pour l'avoir et le salaire monstrueux qu'il lui donnait, pour l'entendre 5 ans après dire ouais, ça m'intéressait pas trop de m'entraîner, et puis faire deux dribbles et tout, c'était fantastique. Et en gros, être un joueur YouTube, ça suffit quoi. Bon, il a eu une carrière à Chelsea notamment, enfin, mais derrière, tu as quand même continué à faire l'objet d'un transfert faramineux, tu as quand même continué à toucher un salaire de malade. Tu dois quand même un peu aux gens qui viennent au stade. C'est bien beau de se mettre dans son canapé pour dire bon, moi j'étais un joueur différent, j'étais romantique, et puis les gens admirent ça. Je dis bah, attendez, à côté il y avait un peu d'obligation ou il n'y en avait pas, ou c'était juste je venais pour faire trois dribbles et puis basta dans ma vie quoi. Ouais, ce qu'il a fait au Real, pour les supporters du Real, moi, autant peut-être les supporters de Chelsea, de Lille, tu vois, on en revient à la légende et à la réalité. Bah, peut-être pour ceux de Chelsea et de Lille, c'est une légende. Pour ceux du Real, pas du tout. Est-ce que les supporters du Real sont des blaireaux qui comprennent rien? Non, c'est des sensibilités. Ouais. Le foot, c'est beaucoup une affaire de sensibilité, de passion, de légende qui doit se confronter à la réalité. Et c'est ce que je raconte autour d'Hazard. Moi, je pense pas que les supporters je pense que les supporters du Real peuvent pas le blairer pour la façon dont il s'est comporté, comment il était, et ses blessures étaient certainement dues beaucoup à son hygiène de vie. Un mec comme Neymar, je me demande où est-ce qu'il va être légende, par exemple. Je pense qu'il sera légende nulle part au final. C'est triste pour un mec je sais pas si on se rend compte, pour un mec de ce niveau, ce gars-là ne sera légende nulle part, au final. Ah, c'est triste. C'est fou quand même, non? Messi sera légende, Ronaldo est une légende. Même Eden Hazard est une légende, comme tu le dis. Je pense qu'Hazard, Chelsea, il y a Ouais, les c'est une supporters de légende. Chelsea, l'année, ça doit être 2015, 2001, il doit être joueur PL. Ah oui, forcément, il marque les esprits, à fond et tout. Un mec comme Neymar, longtemps on a dit il sera peut-être au Barça une légende, mais tu vois, il vient tellement derrière Messi et toute la clique de ces années-là, que même au Barça, en plus comme il Non, est ouais, parti pour un tas d'oseille au PSG, terminé. Enfin, un mec comme Neymar ne sera une légende dans l'imaginaire d'aucun supporter. c'est très triste. Ah, Santos, on va me dire Santos, je sais même pas. Vu qu'il y est retourné, que ça s'est pas bien passé, je sais même pas. Ce que j'allais dire, oui, il a Ouais, peut-être gâché l'histoire en y retournant finalement à ouais, Santos. D'accord, donc en fait, quand même, parce que Eden Hazard l'a pleinement assumé, hein, son ouais. rapport au foot, etc. Tu, pour toi, parce que je sais que dans ta vision du foot, tu sais qu'il y a des approches différentes, il y a enfin, des façons de fonctionner différentes. Il y a Ronaldinho avec un Cristiano Ronaldo, c'est complètement différent. Pour autant, ils ont marqué l'histoire du foot. Pour toi, c'est quand même un manque de respect quelque part envers tout ce qu'il y a autour du foot, que ce soit les fans, les gens qui travaillent, les sommes investies, que de ne pas avoir ce minimum de professionnalisme quand même. Bah, en fait, 10 ans, 20 ans après, tu racontes toujours une autre histoire que sur le moment. Donc, 20 ans après, bah, tu penses plus à toutes les données, combien il a coûté, qu'est-ce qu'il a apporté, qu'est-ce qu'il donnait et tout. Donc, tu retiens un peu, bah, justement, c'est toujours pareil, tu côté un peu le côté romanesque, légende et tout ça, quoi. Ouais, Et je pense qu'un joueur, à partir du moment où il signe un contrat, il a un gros salaire et tout, tu dois donner un peu aux supporters, tu dois donner quelque chose, quoi. Tu peux pas venir être blessé, ne pas jouer, ne pas tout donner à l'entraînement. Non, non, je pense qu'il y a forcément à attendre, il y a une exigence à avoir autour d'un joueur star qui vient dans ton club quand même, quoi. C'est pour ouais. ça, bah, moi, par exemple, j'ai jamais. Tiens, d'ailleurs, je ne l'ai pas fait. Donc, je pense que forcément, il y aura une suite à ça. Euh, Ronaldinho n'est pas une légende du PSG. Je Ah pense non, qu'aujourd'hui,
Aujourd'hui, les gens racontent que c'est une légende, souvent des gens qui n'étaient pas présents à cette époque, qui n'allaient pas au stade comme moi j'y allais, parce qu'à l'époque je ratais pas un match, j'étais au parc tout le temps et tout ça. Aujourd'hui, il passe pour une légende parce qu'en plus le PSG, on a fait un peu une mascotte, il l'invite souvent, il l'invite à chaque fois, il prend un énorme chèque quand Ah il ouais? vient pour faire des OP, hein, quand même. Ronaldinho, il fait rien gratos. Ça, les supporters, ils savent pas. Hein, Ronny. Ronny, quand il est au PSG, il ne fait rien. Il fait rien. Il y a 3 images de lui, Vélodrome, les 2 matchs contre l'OM, son but contre Guingamp, bon, ça Ouais. va, c'est Guingamp, mais Ronaldinho, chez nous, c'est rien. Je le mets même pas top 30 des joueurs du PSG. Bah, c'est clair que si on Dans son apport. Il n'y commence a à pas, il y a dire, pas, il y a pas un match de Coupe d'Europe, il n'y a pas, il y a pas un titre. Enfin, c'est quoi Ronny au PSG? Et non, aujourd'hui, il passe pour une légende et tout, mais légende au Barça. Au Barça, il a le Ballon d'Or. Au Barça, il gagne la Ligue des Champions. au Mais Barça, il est incroyable. Ouais. Au Barça, il est hein? incroyable. Mais Mais c'est vrai que oui, si quand tu parles il de. fait, c'est un mec qui a quand même fait lever le Bernabéu. C'est un mec, le Bernabéu s'est levé pour l'applaudir quand même. Ça, c'est quand même un truc de fou. Mais pas chez nous. Chez nous, il était en formation. Chez nous, c'était son tapis de course, comme Messi. Mais Messi au PSG, c'est rien. C'est rien. Il est même pas, pour moi, il est même pas top 100 des joueurs au PSG. Parce qu'en Ça, je pense plus, que les fans en du plus, il a PSG, insulté le club. ouais, les fans du PSG sont plutôt d'accord avec toi pour Messi. J'avoue que pour Je Ronaldinho, à mon pense, avis, ouais. ça Ouais, va. mais qu'est-ce que j'ai pas entendu quand je l'ai dit, hein. Ouais. Euh, Dans les éléments importants, alors je vais faire exprès de te titiller un peu. Il y a Roberto Baggio et Zidane. Pour toi, le combat, comment ça se terminerait? Bah, moi, je suis Badjo. Et c'est après, dans le foot, c'est toujours les sensibilités. Ouais. Moi, je trouve que ce qui est bien, c'est les sensibilités. On n'est pas tous touchés de la même façon par un joueur. Et puis surtout, ça dépend de l'âge que tu as. Ça dépend de. Bah, c'est ce que je raconte. Badjo, je suis foot à fond à ce moment-là. Euh, euh, il représente l'équipe nationale italienne à un moment où moi, dans ma vie, s'opère la bascule entre l'équipe de France et l'équipe d'Italie. La Coupe du Monde 90, la France n'y est pas. Elle est dans une mauvaise période. Et moi, à l'âge que j'ai, peut-être que mes origines prennent le dessus sur ce que j'ai voulu être pendant une grande partie de mon enfance, à savoir le petit garçon qui veut devenir français, qui oublie un peu ses racines. Bon, ben là, le fait qu'il n'y ait pas l'équipe de France, je fais bascule, Coupe du Monde, Italie 90, je raconte ce que ça représente dans ma vie à ce moment-là. Bah, Joe devient un petit peu là, vedette, et puis après, le héros malheureux de 94. Bon, pour moi, ça reste le héros magnifique de ma vie de football, Badjo. Moi, l'image de Badjo, les mains sur les hanches, qui rate son péno, avec Tafarel dans un coin, les bras levés vers le ciel, pour moi, c'est ma plus belle image de football, qui est d'abord une image de défaite, en plus, t'imagines. Mais, et alors que Zidane, il apparaît dans ma vie à un autre moment. Il apparaît à un autre moment, d'abord à Bordeaux, où je vois que c'est un mec technique et tout, mais je me souviens, j'en parlais avec des potes, en plus je suis dans une période où je suis très dans l'efficacité. Et je suis là, je dis, ouais, lui, à part ses passements de jambes, machin, quoi. Je suis jeune, hein, je sais plus quel âge j'ai, enfin, peut-être genre 25 ans par là, Ouais. 94, c'est son premier match en équipe de France. Moi, je suis là, je dis, ouais, à Bordeaux, ouais, ok, il fait des bons matchs, mais il en fait 1 sur 10. Bon, c'est pas, et quand il va à la Juve, et j'adhère totalement au patron qui dit, il est plus divertissant qu'utile, ou t'as Boniek qui doit dire aussi, c'est une étoile le soir, et c'est tout, genre parce que il est bon que dans les matchs à la télé le soir et pas dans les matchs de la journée. On a oublié tout ça, mais ça a représenté, parce que Zidane, il devient légende après. Ouais. Il devient Et très donc, tard, je pense, finalement. et il se trouve que quand il devient un peu légende, ça correspond à mon entrée dans le métier, mais pas par le biais du foot. Ok. Parce que quand il signe au Real, moi à ce moment-là, je suis le tennis, je voyage énormément dans le monde et tout. Évidemment, je suis le foot, mais je suis moins dans un rapport passionnel à voir l'évolution, machin et tout. Donc c'est pour ça que je raconte, tenez-vous bien, je vais vous dire un truc fou, j'ai raté Zidane. Et Ouais. Zidane, en fait, je le redécouvre. Bah, d'abord, l'Euro 2000, évidemment. L'Euro 2000, c'est là que je me rends compte que, un peu comme Platini, il est important à chaque fois qu'on l'attend. Ouais. Et c'est comme ça qu'on devient légende. Tu l'attends, c'est ton sauveur. Et à l'Euro 2000, c'est ce qu'il est, hein, en quart de finale, en demi-finale. Voilà. Hmm. Et puis 2006, évidemment, où là, par contre, je travaille, je commente le match France-Brésil avec Manu Petit. Et là, on a un récital, quoi. Voilà. Mais je raconte toute mon évolution avec Zidane. La première fois que je le vois pour une interview et qu'on m'avait demandé, c'est la seule fois où j'ai accepté parce que on me dit, ouais, tu peux me ramener un autographe. Je dis, mais jamais un journaliste a le droit de faire un truc pareil et tout, quoi. Et donc, voilà, je raconte toutes ces histoires-là. Ah, c'est Ah, bien, ces histoires. Elles nous permettent aussi de comprendre que c'est pas parce qu'on dit
du bien de quelqu'un ou qu'on est plus attiré par quelqu'un qu'on dénigre l'autre. C'est ce que tu racontes notamment dans ton analyse du Ballon d'Or. C'est pas parce qu'on dit que Dembélé mérite plus le Ballon d'Or qu'on dit que Lamine Yamal est une pipe. Et ça, on a un peu de mal à le comprendre Ouais, dans non, notre ça c'est c'est fou ça. Ça, on a c'est un peu fou. de mal à le comprendre. Je te lance sur une dernière comparaison parce que j'ai pas envie de rentrer dans le détail du chapitre, même s'il est très riche et je trouve plein d'enseignements encore une fois. C'est Kylian Mbappé, Thierry Henry. J'ai adoré la façon dont tu parles de Thierry Henry dans ce livre aussi. Euh, Aujourd'hui, à l'instant T, lequel t'a le plus touché? Alors, Tu me parles de bah, sensibilité. Mbappé, en fait, alors c'est différent parce que quand tu as mon âge, déjà tu es moins sensible à l'idolâtrie autour des joueurs. Les matchs, je les regarde avec un œil pro, donc je suis moins supporter, donc je vais pas vibrer de cette façon-là. Mbappé, évidemment, il me sidère à la Coupe du Monde au Qatar. Il me sidère par ce qu'il fait, d'être important à chaque match. Là, lui aussi, il devient légende parce que tu l'attends, il est là. Pour moi, c'est ça qui est le vrai grand joueur, c'est tu l'attends, il est là. Ouais, Mbappé, tu l'attends, il est là. C'est lui qui t'emmène en finale. Ses performances, elles sont absolument éblouissantes, quoi. Henry, c'est pas la même chose d'abord parce que il y a pas l'after quand il y a Thierry Henry. Enfin, si je dis une bêtise parce qu'il est quand même au Barça, machin, mais il est pas dans la grande période d'Arsenal. La grande période d'Arsenal, oui, alors je raconte toute la période où je suis à TPS et on a les droits du foot anglais et où il faut faire des reportages dans tous les sens, toujours sur Thierry Henry. Et donc, comme j'ai un problème avec l'unanimisme et l'idolâtrie, moi, je prends le contre-pied, je dis, mais regardez les défenses contre lesquelles il joue et tout, et ça donne des scènes assez amusantes. Et ouais, Henry, en fait, en équipe de France, j'ai beau chercher, j'arrive pas à trouver à quel moment il est important en équipe de France. C'est pour ça que j'ai du mal à le mettre top 5. Il a mis les buts, il a un record de buts et tout, mais 98, c'est un jeune gamin, il est pas important. Euro 2000, bah, Zidane est plus important, les fameux cadres sont plus importants que lui, Deschamps, à De Sailly, à Blanc, à Barthez, machin. Ok. 2002, ils se ramassent tous. 2004, 2006, il y a le but ouais. face au Brésil, quoi. Oui, mais bon, c'est Zidane hein, qui est Ouais, éblouissant. C'est lui le sauveur, c'est lui le. Et puis là, pareil, tu vois, même un mec comme Ribéry qui arrive, qui est le jeune gamin en 2006, il marque presque plus les esprits. Parce que sa fraîcheur plaît à tout le monde, il est séduisant, tout ça. Puis t'as la défense qui est hyper forte. Euh, après, le milieu de terrain est très fort après, aussi. 2008, il doit être un peu la vedette. Il se passe rien. Et 2010, ça se termine bah, de façon catastrophique avec le bus et tout. Et en plus, il s'exprime pas du tout. Et donc, je dis, bah, en équipe de France, finalement, si on cherche bien, est-ce qu'il est si légende que ça? J'ai un petit peu de mal. Mais évidemment, je reconnais, parce qu'en plus, je le suivais de tellement près à l'époque de Yes. TPS quand on avait les droits, que à Arsenal, c'est une légende 100%. C'est incroyable, c'est incroyable. Et je dis, c'est dommage, parce que ce gars-là est légende en Angleterre, à Arsenal, où il est d'ailleurs consultant, c'est un formidable consultant et tout. Mais en France, ouais, on l'a peut-être un peu raté, quoi. Ouais, c'est vrai. De toute façon, c'est ce qu'il dit un petit peu, hein, que c'est un rendez-vous manqué avec l'équipe de France. Ouais. Daniel, merci. Je me suis régalé avec ton livre. Je me suis Nicolas. aujourd'hui, c'était très agréable de te recevoir encore une fois, de te faire parler en longueur. Le football, selon moi, Daniel Riolo aux éditions Marabout. Allez voir ça, il est accessible. Je vais vous mettre toutes les coordonnées importantes, les liens pour vous procurer le livre en description de cette vidéo. Et il est disponible. Au moment où vous voyez cette vidéo, il est disponible depuis le 29 octobre. Donc n'hésitez pas, jetez-vous dessus. Franchement, vous allez apprécier. Ça se lit très facilement. Je sais qu'aujourd'hui, pour le livre, ça vous fait peur. C'est pas le cas. C'est plein d'anecdotes et plein d'émotions. Ça vous permet de vous recoller à votre foot à vous aussi et de comparer un petit peu, d'être presque en discussion avec Daniel. Merci Daniel Salut pour Colin, à encore une très fois d'être bientôt. venu chez moi. Et puis très bonne Ciao, saison. Je ciao. sais que c'est chargé. Salut, prends soin de toi.